Cet arbre avait 300 ans. Ici, sur l'île de Bornéo, ils sont des centaines de millions à être mis à terre. À ce rythme, dans 15 ans, il n'y aura plus d'arbres à couper en Indonésie. Fini les collines boisées. Bientôt, les paysages ressembleront à ça. Les derniers orang-outans sauvages de la planète auront totalement été exterminés. Sylvain Angerand, qui est spécialisé dans les problèmes de déforestation, s'indigne de ce chaos. Waouh! Alors là, c'est hallucinant, quoi. Waouh! Là, tu comprends quand on parle de déforestation à Bornéo. Ici, tu comprends ce qui se passe, quoi. On peut pas s'habituer à ça, quoi. Il reste des palmiers à huile en randonnion et même les lambeaux de forêt qu'on voit qui restent. Ils sont morts, ces lambeaux de forêt. On peut pas dire que c'est une forêt vivante, ça. Ces palmiers donnent la fameuse huile végétale que l'on retrouve dans notre alimentation et dans de nombreux produits. En Indonésie, on a déforesté au profit de l'huile de palme et au mépris des hommes et de leur environnement. Saroun en a fait la douloureuse expérience. Un jour, des bulldozers ont rasé sa terre qui le faisait vivre et tracé une route en son milieu. Puis des palmiers à huile ont été plantés. Jusque-là, personne ne s'est ému de son sort. Ils sont si nombreux dans son cas. Alors Saroun se confie volontiers à Sylvain Angerand pour dire combien sa terre lui était chère. Je me souviens très bien, de ce côté, il y avait des arbres de durian et de l'autre des arbres fruitiers. Ils étaient là, tout autour de moi. Saroun s'est opposé aux bulldozers des multinationales en leur bloquant l'accès à sa terre. Après avoir barré la route, les policiers sont venus me voir. Ils m'ont menacé avec leurs armes qu'ils ont pointées sur ma poitrine, dans mon dos, des deux côtés, à droite et à gauche. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Je n'ai ni terre ni espoir. Je vais vous dire, je suis triste, profondément désespéré. Je suis triste d'en être arrivé là. On ne peut pas s'opposer aux plantations parce que la justice et le gouvernement les soutiennent. On ne peut rien faire, on n'a pas d'armes, pas de force. L'ironie dans cette histoire, en plus, c'est que l'entreprise qui est venue voler cette terre, elle est membre de la table ronde sur le palmier à huile durable. L'un des critères majeurs de la table ronde, c'est le respect des droits des populations. Mais cette huile, il faut regarder d'où elle vient, quoi. Ici, c'est une terre qu'on a volée. On a violenté ces gens, quoi. Comment on peut dire que ça, c'est durable? Saroun refuse l'indemnisation dérisoire que lui propose l'exploitant. Aujourd'hui, il attend que sa terre lui soit rendue. Orang-outan signifie homme de la forêt en indonésien. Lui aussi attend que sa terre lui soit rendue. Avant que les champs de palmiers à huile s'installent, la forêt était son domaine. Aujourd'hui, le primate n'a plus d'endroit pour dormir, pour se nourrir. Alors il erre dans les palmeraies, dans les champs. Il ne peut plus se cacher. Il devient une cible pour les braconniers. Des ONG tentent de limiter le massacre. Ici, dans ce centre de soins pour orang-outans, 320 primates ont échappé à un sort tragique. Ils ne sont plus vraiment libres, ni sauvages, mais au moins, ils sont en vie. Vraiment une main d'un homme, d'une femme, c'est l'impression qu'ils me touchent aussi, ils me sentent. Je sais pas s'ils arrivent à sentir que j'essaie de les aider à protéger leur forêt.
Berruti Caldikas dirige ce centre depuis 36 ans. C'est la plus grande spécialiste des orang-outans au monde. 80% de l'habitat naturel des orang-outans a été détruit. Et je dirais que 50% des orang-outans sauvages ont été tués. Ce sont les parents que l'on tue. Ces bébés-là ont été arrachés des bras des braconniers. Ils étaient destinés à alimenter un trafic international. Orphelins, ils crient souvent de peur et appellent leur mère. Dans le centre de Berruti Caldikas, tout commence avec une nurserie. Ces femmes sont bien plus que de simples soigneuses. Ce sont des mères de substitution. Les bébés ont besoin d'amour. Ils ont besoin de quelqu'un qui prenne soin d'eux. Sur un bout de terre protégée, on leur apprend les gestes que leurs parents auraient dû leur transmettre. Il faut 12 années pour qu'un orang-outan devienne adulte. Si nous les perdons, nous perdons un de nos plus proches parents. Ce que nous voulons, c'est sauver la forêt tropicale qui existe ici et la protéger pour toujours. En attendant, on rase la forêt des orang-outans. Ces millions d'arbres, centenaires, remplacés par le palmier à huile, deviendront du parquet, des meubles, du papier et même du papier toilette. Destination première, la Chine, la France aussi. Nous sommes le premier importateur européen de ce bois exotique. L'Indonésie a déjà perdu plus de 70% de sa forêt primaire. 2 millions d'hectares de forêt disparaissent chaque année au profit du palmier à huile, comme on le voit sur cette image satellite de Bornéo. Et tout ceci va s'accélérer de manière exponentielle. Car l'huile de palme peut aussi faire office d'agrocarburant pour faire rouler nos voitures. Dès aujourd'hui, des multinationales avec la complicité de banques françaises veulent démultiplier les plantations de palmiers pour les agrocarburants. Une pression insoutenable pour notre planète. Si vous voulez visualiser, un palmier à huile, c'est un Français. Pour couvrir nos besoins alimentaires, pour fabriquer ces shampoings, les détergents, les savons qu'on utilise tous les jours, il faut à peu près un palmier à huile. Mais demain, ce sera peut-être 20 palmiers à huile, parce que l'Union européenne a pris la décision de développer les biocarburants. Et là, ça devient simplement impossible en termes d'impact, d'empreinte écologique. C'est pas possible que cette terre elle soit entièrement couverte de palmiers à huile pour faire rouler nos voitures ou nos avions. C'est impossible. Pourtant, la fabrication des biocarburants est lancée. Les agriculteurs consacrent de moins en moins de terres à l'agriculture alimentaire au profit des agrocarburants. Autre conséquence, au niveau mondial, le prix des céréales flambe. Celui du blé a été multiplié par 2 en 5 mois. Pouvons-nous continuer ainsi au mépris des hommes, de l'environnement et des animaux? Après les agrocarburants, nous voici dans cet immense labyrinthe de maïs pour vous parler d'un autre sujet sensible, celui des organismes génétiquement modifiés. Les cultures OGM sont déjà partout. Elles couvrent plus de 100 millions d'hectares dans le monde, c'est-à-dire l'équivalent de 3 fois la surface agricole française. Mais en Europe, il n'y en a pratiquement pas. On résiste, on est très méfiant. Pourquoi? Pour les uns, les OGM, c'est formidable, ça va résoudre tous les problèmes de faim dans le monde et de pollution agricole. Pour les autres, c'est une calamité et c'est un danger pour l'homme. Alors moi, devant ce dilemme, je suis un peu comme dans ce labyrinthe qui n'est pas OGM. Je suis complètement perdu. On va essayer d'y voir un peu plus clair ensemble. Trois lettres, OGM. Avec les OGM, on intervient directement au cœur des cellules. On réécrit le patrimoine génétique d'une espèce. On peut ainsi transformer les plantes pour les rendre plus résistantes aux maladies, aux aléas climatiques et aux insectes. Une aubaine pour les agriculteurs qui voient leur rendement progresser. Mais sommes-nous sûrs de tout maîtriser? Bernard Mir est un céréalier convaincu.
Avant, sa récolte non OGM était infestée de chenilles. Voilà la chenille qui nous mange le maïs. L'OGM a la faculté de se défendre contre ces chenilles. Ici, nous voyons qu'il n'y a aucune attaque de chenilles. Et le maïs classique n'a pas la faculté donc, de se défendre. Mais si ce maïs OGM est toxique pour la chenille, ne l'est-il pas pour la vache, le cochon ou le poulet qui le mange? C'est une des questions cruciales. Pour y répondre, il faut savoir que 80% des organismes génétiquement modifiés dans le monde sont produits par une seule entreprise, Monsanto. Un géant incontournable qui réalise un chiffre d'affaires de 7 milliards de dollars par an. Écoutez, on présente souvent Monsanto comme un monstre à abattre qui vivrait dans le secret. Je dirais au contraire, Monsanto a une position et une mission qui sont tout à fait claires. La mission de Monsanto, c'est d'apporter les solutions les plus sûres et les plus efficaces aux agriculteurs. Mais comment faire confiance à cette entreprise? Leader mondial depuis les années 60 dans la production de nombreux pesticides qui polluent encore nos sols. Comment écouter celle qui, avec d'autres, a fourni sur commande de l'armée américaine de l'agent orange pendant la guerre du Vietnam, ce défoliant ultra puissant qui servait à débusquer les troupes ennemies et que l'on croyait inoffensif pour les hommes. Sur plusieurs générations, des milliers de civils ont été contaminés par la dioxine contenue dans ce produit. Comment être sûr que les OGM conçus par cette même firme ne sont pas dangereux pour notre santé? Les OGM sont cultivés dans le monde depuis 10 ans. Des millions de personnes, des millions d'animaux ont consommé des OGM. Aujourd'hui, il n'y a pas une seule étude scientifique rapportant de manière sérieuse et bien documentée le moindre incident, le moindre problème suite à des consommations, je dirais, habituelles de cultures transgéniques ou de produits dérivés d'OGM. Tout ça pourrait nous rassurer, mais c'est Monsanto elle-même qui réalise les études d'impact de ses propres produits. La firme est présente dans 80 pays. Partout dans le monde, on trouve du maïs, du colza, du soja modifié. Comment Monsanto peut-elle être juge et partie? Ce maïs biotechnologique qui se trouve derrière moi, c'est quoi? C'est 10 ans de recherche en amont. Ce sont des centaines d'études de sécurité qui ont été examinées et évaluées par des dizaines de comités d'experts dans tous les pays où ce maïs a été autorisé. Et tous ces comités d'experts, ces centaines d'études, ont conclu que ce produit, ce maïs biotechnologique, était sûr tant pour la santé humaine que pour la santé des animaux et pour l'environnement. Cependant, certains experts contestent ces analyses. C'est le cas du professeur Gilles Serralini. En se penchant sur une étude faite par Monsanto sur des rats nourris au maïs OGM, il a interprété différemment les résultats de la firme. Ce que Monsanto avait dit, c'est qu'il y avait quelques effets significatifs, mais pas de problème. Nous disons, en fait, il y avait des problèmes. Nous avons fait la liste de tous ces effets significatifs et nous avons remarqué qu'ils se concentraient, ces effets, sur le foie et les reins des animaux, qui sont les premiers organes qui s'allument, disons, qui donnent des signes en cas d'intoxication chimique. En effet, on a pu observer dans certains cas une augmentation du poids du foie des rats et dans d'autres, une diminution du poids de leurs reins. Mais le principal problème pour Serralini reste la durée des études de Monsanto. Celle-ci ne serait pas assez longue pour connaître les effets sur l'homme. Pour les OGM, il y a un blocus, un forcing, un lobbying extraordinaire pour éviter qu'on fasse des tests qui dépassent 3 mois. Et évidemment que pour mieux transposer à l'homme, il faudrait des études sur 3 mammifères et des études sur 2 ans, comme on le fait exactement sur les pesticides et les médicaments. Il sera considéré comme une erreur scientifique historique très dommageable et grave de ne pas avoir été capable de donner pendant plus de 3 mois des OGM à des rats pour dire qu'ils étaient bons pour la population humaine. Le plus dommageable concernant les études sur la santé, c'est que la recherche publique est quasiment inexistante. Seuls les États peuvent garantir une réelle transparence. Daniel Evin est bien placé pour le savoir. Cet ancien ingénieur agronome a démissionné de chez Monsanto, car la politique maison ne lui plaisait pas. Alors qu'il travaillait sur le colza OGM, il s'est rendu compte que le nouveau gène inséré dans la plante n'était pas stable. Il avait muté.
la firme lui aurait demandé de taire cette précieuse information. S'il y a un problème, il faut peut-être pas forcément qu'on le dénonce, mais qu'on le mette sur la table, qu'on analyse si c'est dangereux ou si c'est pas dangereux. Et là, bon, je ne peux pas affirmer si c'est dangereux ou pas dangereux, sauf qu'il y avait un problème. Et moi, j'étais choqué de voir qu'à chaque fois qu'il y avait un problème, il fallait masquer la vérité. Autre chapitre capital, la dissémination des pollens des OGM dans la nature. Là encore, Daniel Evin accuse. On nous demandait d'affirmer que le pollen de colza n'allait pas beaucoup plus loin qu'une dizaine de mètres. Alors que moi, dans mon métier de tous les jours, et je parle en tant que scientifique, on savait très bien que le pollen de colza allait à des distances supérieures à 3 km. Les abeilles, les oiseaux, le vent, la question de la dispersion est cruciale, car elle pose celle du contrôle de cette nouvelle technologie. Si le pollen des OGM se mêle à celle des autres cultures ou plantes sauvages, leur dissémination pourrait devenir irréversible. Concernant le maïs, Monsanto se veut rassurant. La réalité biologique, c'est laquelle? C'est tout d'abord qu'un maïs ne peut se croiser qu'avec un autre maïs. Donc, un maïs et un blé, un maïs et une tomate, ça ne peut pas se croiser ensemble, donc il n'y a pas de risque de dispersion possible. La question ne se pose pas. Deuxième réalité biologique, il est établi scientifiquement que le pollen d'un pied de maïs ne se déplace pas au-delà de 10 mètres de ce pied de maïs. Pour éviter toute dissémination, Monsanto préconise la création d'une surface qu'il nomme zone tampon. Nous sommes ici dans la représentation de la zone tampon, avec à ma gauche ma parcelle de maïs OGM, isolée à part 30 rangs de maïs non OGM, et ici, nous avons donc en continuité le chemin, la parcelle de haricots et la parcelle de tournesol pour isoler mon voisin qui se trouve à ma droite, le champ de maïs à ma droite, qui est non OGM. Mais cette zone tampon est-elle réellement efficace? Seralini n'y croit pas. Du moment qu'on est en milieu ouvert, du moment qu'on est en plein champ, on n'a pas d'étanchéité possible. Il y a des mélanges d'un bout à l'autre de la chaîne alimentaire, même au moment de la transformation dans l'usine, au moment du transport des graines, il y a forcément de toute façon une cohabitation douloureuse entre l'agriculture biologique qui ne veut pas d'OGM par exemple, ou l'agriculture conventionnelle, et l'agriculture à OGM. Avons-nous besoin des biotechnologies? Il faut se poser la question de l'utilité même des OGM. De manière générale, les biotechnologies peuvent-elles nous promettre un meilleur avenir? Monsanto a longtemps répété qu'il voulait résoudre le problème de la faim dans le monde avec de nouveaux OGM. On aura bientôt des huiles, des oléagineux, colza ou tournesol, biotechnologiques, qui permettront de mettre au point des huiles enrichies en acides gras oméga 3, diététiquement intéressants pour la santé. Deuxième exemple, très important, dans le contexte de réchauffement climatique actuel, on développe actuellement des plantes tolérantes à la sécheresse qui permettront donc d'économiser l'eau, ressource extrêmement précieuse aujourd'hui. Les anti-OGM n'entendent pas cet argument qu'on leur présente comme une solution miracle. L'argument qu'utilise Monsanto pour dire que les OGM vont réduire la faim dans le monde est un faux argument. D'abord parce que les OGM qui sont développés aujourd'hui sont des OGM qui servent à nourrir les animaux et particulièrement les animaux des pays riches. Donc c'est une véritable utopie. D'autre part, est-ce que de se dire que ces petits paysans dans les pays en développement vont être obligés de payer régulièrement et tous les ans pour replanter leurs semences, là aussi on voit bien que c'est totalement incohérent avec le fait de développer, de venir en aide aux pays en développement. Car en effet, pour conserver tous les bénéfices des semences OGM, il faut les racheter chaque année aux vendeurs de biotechnologie. Pour Monsanto, c'est le prix de la recherche et du développement. Mais on peut s'interroger sur cette privatisation du vivant au profit d'intérêts commerciaux. Qui contrôle vraiment les OGM? Y a-t-il, oui ou non, des risques pour notre santé et pour notre environnement? Aujourd'hui, on l'a bien vu, ces questions demeurent sans véritable réponse. Nous devons les exiger. En attendant, n'allons pas trop vite. Ne modifions pas la nature. Il en va sans doute de notre avenir. Plutôt que de transformer pour produire ou même surproduire, pourquoi pas plutôt respecter.
Respecter l'homme, les traditions, la nature, les sols, le climat. Et bien pour parler de cette agriculture durable, idéale, on est venu ici, dans les vignes des Baumes de Venise, au pied de dentelle de Montmirail. Je vais rejoindre Dominique Chardon, il est agriculteur et il a fondé le mouvement Planète et Terroir. Dominique, bonjour. Bonjour Yann. Nous sommes dans les Baumes de Venise. Pour vous, c'est un terroir idéal. Vous avez entendu un jour dire, un terroir, c'est l'amour entre la terre et les hommes. Ah oui, il y a un lien charnel entre ces lieux géographiques et les hommes, entre l'amour de la terre, un métier et l'homme. Il y a un terroir que s'il y a des hommes. Et le cœur du terroir, c'est l'homme. Et je m'accroche là. Ici, il y a plein de jeunes qui veulent s'installer dans leur vignoble, succéder à leurs parents. Donc c'est une histoire d'amour, c'est clair. Et je crois que la beauté du métier de paysan, c'est de nourrir les hommes. Pourquoi les terroirs sont respectueux de l'environnement? Bien parce que pour vivre sur le terroir, il faut vivre en harmonie avec la ressource, avec le relief. Parce qu'il faut être capable d'utiliser ce qu'il y a de rare, d'infiniment petit. L'eau, cet espace, le peu de terre qu'il y a. Et c'est la base même. J'aime les terroirs. Cette résistance à une agriculture qui se standardise, à une agriculture où les végétaux à faible rendement disparaissent. La situation est très préoccupante. Près de 90% des variétés végétales agricoles recensées en 1900 ont disparu. Alors en quoi le terroir est une réponse à cette espèce d'uniformisation de la planète d'aujourd'hui? Aujourd'hui, pour moi, chacun fait ce qu'il veut. Je suis très tolérant. Mais je me dis, au nom de l'avenir de cette planète, sans tomber dans l'excès, je suis convaincu d'une chose, c'est qu'il nous faut nous battre pour la diversité. Quelle diversité? Mais une diversité qu'on va retrouver, bien sûr, biologique, culturelle, mais qu'on va retrouver aussi dans l'assiette. Alors, je me suis posé la question, finalement, et si tout le monde mangeait pareil, et si toutes les agricultures se ressemblaient, est-ce qu'on vivrait? Est-ce que les hommes vivraient? Certainement. Mais alors, quelle tristesse! Qu'est-ce qu'on serait malheureux? Et là, il ne faudrait plus parler de beauté, on aurait réussi à standardiser la vie des hommes. Et je pense justement que le vrai combat pour demain, c'est ça qui est moderne aussi dans le terroir, c'est cette diversité, cette capacité à la résistance, à l'uniformisation. Et cette diversité, elle est essentielle à la vie. Il y a près de 2000 variétés de tomates dans le monde. Et malheureusement, dans nos supermarchés, on va vous présenter toujours les mêmes. Parce qu'on a sélectionné des variétés qui sont résistantes au transport, qui peuvent rester dans les rayons très longtemps, et puis surtout qu'on peut consommer toute l'année. Regardez ces tomates comme elles sont magnifiques. En plus, elles ont des noms si poétiques. La rose blanche, le rayon de soleil, la zébra green, la beauté blanche. Si vous voulez retrouver le bon goût des légumes fraîchement cueillis, adhérez aux AMAP. Les AMAP, c'est l'association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Sur ce petit coin de terre coincé entre Toulon et Marseille, s'étend une exploitation agricole pas comme les autres, les olivades. Daniel Vuillon est agriculteur. Pendant des années, il a cultivé des salades pour les grandes surfaces. Et puis un jour, lors d'un voyage à New York, il a ramené dans ses valises un concept qu'il a adapté à la France. Aujourd'hui, ce concept va peut-être révolutionner notre mode de consommation. On était allé voir une de nos filles qui travaillait à Manhattan. Puis on a vu une distribution de légumes dans une cour d'église, on se demandait ce qui se passait. On a observé que les légumes étaient de grande qualité. Et puis bon, il y avait des gens qui rentraient, qui prenaient des légumes, qui partaient. Il n'y avait pas de mouvement d'argent, ni rien du tout. Donc on s'est renseigné et là on s'est lancé dans l'aventure. Cette aventure porte un nom. On appelle ça une AMAP. Son fonctionnement est simple. Des consommateurs s'engagent à acheter à l'avance 6 mois de récolte à un producteur. Connaissant le nombre de ses clients, le producteur, lui, cultive en juste quantité. Un producteur qui s'engage à cultiver sans engrais ni pesticides des fruits et légumes de qualité. La MAP permet aussi de remettre au goût du jour des espèces rares et oubliées qu'on ne trouve plus en supermarché.
Sur Terre, on a 800 aubergines différentes, par exemple. Alors, je ne vois pas pourquoi on n'en fait qu'une. Donc, relancer la biodiversité à des fins de nourrir, relancer des variétés qui existaient autrefois, qui ont disparu parce qu'elles n'avaient pas le standard qui était voulu, c'est un travail que l'on peut vraiment complètement faire dans les AMAP. Ici, comme dans n'importe quel autre AMAP, la production des fruits et légumes suit les saisons. On mange ce que la nature nous donne. On ne va pas faire des tomates en hiver. Bon. On se recale sur les produits de saison, et si les produits poussent à une saison donnée, c'est qu'ils doivent être faits pour nous donner les éléments et l'énergie qu'il faut à cette même saison. Donc je pense que sur la santé, chacun s'y retrouve, et sur le plan gustatif, c'est le top. Chaque semaine, les familles viennent chercher leur part de récolte, leur panier sous le bras. Ça leur coûte moins de 600 € par semestre, soit une moyenne de 25 € par semaine. Ce n'est pas plus cher qu'en grande surface. La composition des paniers varie d'une saison à l'autre, mais aussi en fonction des caprices du climat. Quand la météo est mauvaise, le panier est par conséquent moins rempli.